il faut rentrer dans un principe de réalité. Qui suis-je? Comment je vis? Est-ce que je suis sédentaire? Est-ce que mes parents sont diabétiques ou pas diabétiques? Est-ce que mes parents sont en surpoids et ou obèses? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je suis stressé? AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé et pour un partage de connaissances ce matin avec le docteur Réginald Alouche. Comment ça va, docteur? Ça va très bien, Philippe. Merci de m'avoir invité. Ça fait beaucoup plaisir. Je m'ennuyais presque de vous. Voyez. Oh, vous êtes gentil. Mais moi également. Hein. Mais heureusement que je vous vois sur les réseaux. Puisque maintenant vous êtes rentré dans la légende. Oh là 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 là, c'est facile. Non, c'est pas facile. Attendez, le docteur Alouche a explosé les chiffres du célèbre podcast Légende. C'est vrai. Donc il faut le dire. C'est vrai. Merci, Philippe. Voilà, médecin, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Votre mission, c'est de soigner le diabète et de le rendre réversible. On en est où? Eh bien, écoutez, les choses avancent. C'est que j'ai deux axes de travail. Le premier, c'est d'être un clinicien, un médecin, et de m'occuper de mes patients, mes chers patients. Et puis l'autre, c'est on développe actuellement un traitement pour obtenir la rémission du diabète de type 2. Donc on a fait des tests sur les animaux, parce que les animaux sont le mini-porc, pour être clair, avec un chercheur qui s'appelle Charles-Henri Melbert. Et on a trouvé, effectivement, grâce à lui, un traitement qui permet de stopper le diabète pendant 5 ans. Donc pas de traitement, on perd du poids et on n'a pas de problème de diabète. Voilà. Donc on est assez fiers de ça. Et maintenant, on travaille pour trouver les moyens pour pouvoir faire les tests chez l'homme, pour qu'on puisse, après on peut en faire disposer la plupart des gens. C'est, pour moi, si vous voulez, d'un point de vue purement humain, se dire que à mon âge, en tant que médecin, attaquer le diabète... Vous verrez peut-être, vous aurez peut-être le Nobel. Non, la Nobel ne si vous soignez, si vous soignez le diabète et que vous le rendez réversible, alors là, ça peut. Mais en tout cas, parce que génétiquement, de toute façon, le porc, il a beaucoup de... Alors le porc, on est semblable. Hein, le tube digestif d'un porc est strictement identique. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Et il est omnivore comme nous. C'est d'ailleurs pour ça que dans certaines religions, il est interdit, parce qu'il mange la même chose que nous. Et donc, il peut parfois manger des choses qui ne seraient pas digestes. Voilà. Mais c'est un animal très sympa. Hein. Je tiens à le dire. C'est gentil. Voilà, c'est un animal social, très social, à tel point que, par exemple, le samedi, dimanche, quand le laboratoire, il n'y a pas de gens, il faut faire venir quelqu'un pour que, voilà, sinon ils peuvent déprimer. Parce qu'ils s'ennuient. Voilà. Ça, et s'ils dépriment, à ce moment-là, les résultats risquent d'être un peu altérés. Voilà. Donc, on sait à quoi vous passez au week-end, docteur. Voilà, exactement, voilà. Votre dernier livre, Sucre, l'ennemi du public numéro 1 chez Albin Michel, cartonne. Un site, dralouche.com, avec vos masterclass et Glic, votre programme d'accompagnement. Oui, avec le capteur glucose. Je pense que c'est une vraie révolution. Aujourd'hui, on peut savoir comment notre corps métabolise le sucre. Et c'est important parce que, en fait, à 20 ans, vous savez, je le dis souvent, on est une vraie chaudière, on brûle tout. À 30 ans, 40 ans, 50 ans, les choses changent. Chez la femme, il y a la ménopause qui est assez brutale, et chez l'homme, il y a le début de l'andropause qui est plus simple, mais qui quand même altère la façon de gérer le sucre dans notre corps. Donc savoir comment le sucre réagit, c'est important. Voilà, donc, Alors les capteurs tendent à se généraliser, mais à noter que vos premières expériences, c'était en 1984. Oui, absolument. Ça fait plus de 40 ans que vous travaillez sur les capteurs. Voilà, j'étais à l'INSERM à l'époque, j'étais un jeune chercheur et je travaillais sur les capteurs de glycémie. À l'époque, on utilisait des photodiodes, des photos pour mesurer le taux de sucre dans le sang. Voilà. Donc en fait, ça a toujours été le diabète, ça a toujours été ma passion, quoi. Mais c'est fou, ça. Hein. C'est fou. Vous avez toujours compris que c'était un sujet pas comme les autres, et vous avez, avant tout le monde, anticipé l'épidémie mondiale. Absolument, et ça, j'en suis très fier. J'ai aucune modestie là-dessus. En 84, quand vous disiez que vous soigniez le diabète de type 2, il y avait bien entendu les endocrinologues qui le faisaient, mais c'était pas sexy, quoi. C'était pas... Aujourd'hui, il y a dans le monde plus de 500 millions de diabétiques de type 2, il y a plus d'1 milliard de prédiabétiques. Je veux dire que le problème, il est devant nous, il n'est pas derrière nous. Et ce qui est malheureux, c'est que le diabète, c'est une maladie qu'on peut prévenir. On a du temps.
Parce que le diabète est vraiment une maladie dure. Faut pas, c'est quand même la première cause de cécité, première cause d'amputation, première cause d'insuffisance rénale, première cause d'infarctus, première cause. Mais il met du temps. Il met entre 5 à 15 ans à s'installer. Et donc, on a 5 à 15 ans où on peut prendre les mesures pour ne pas tomber dans cette maladie. On a une fenêtre. Voilà. D'autant que quand on a un parent diabétique, on a 30% de risque d'être soi-même diabétique. Et quand on a 2 parents diabétiques, on a plus de 50% de risque d'être diabétique. Donc, quand on le sait, on bouge. On n'attend pas dans son canapé que le diabète arrive et s'installe. Parce que quand il s'installe pour de bon et il devient irréversible. Docteur Alouche, je n'arrive plus à maigrir malgré un régime. D'ailleurs, je fais le même tous les ans, avant l'été. Oui. Qu'est-ce que je pourrais faire qu'est-ce que je pourrais essayer et pourquoi mon corps ne mincit plus? Alors, ça, c'est vrai, je vous l'ai dit avant l'émission, c'est une question extrêmement difficile. Je n'arrive plus à maigrir. Pourquoi? Parce qu'il faut rentrer dans un principe de réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qui suis-je vraiment? Qui je suis? Alors, il faut se poser des questions. D'abord, quel âge est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai 30 ans, 50 ans, 60 ans? Comment vis-je? Comment je vis? Voilà, Vigez bien. Vigez pas mal. Vigez bien, mais bon. Voilà, comment vis-je? Oui. Comment je vis? Est-ce que je suis sédentaire, pas sédentaire? Il faut savoir que la grande cause aujourd'hui de beaucoup de maladies métaboliques, que ce soit le diabète, le prédiabète, la NASH, c'est-à-dire la stéatose hépatique, c'est la sédentarité. Nous sommes dans une société assise. Nous faisons tout assis. Ça n'est pas de moi, c'est 2 sociologues français qui ont publié un très bel article il y a 3 ans. En gros, ils disent, ça y est, on nous pousse tous à être assis. C'est-à-dire qu'on se fait livrer, on a les transports en commun, on a la voiture, on fait plus ses courses. Et donc, on est une société assise. Et l'homme n'est pas fait pour être assis. L'homme, il est fait pour être sur ses 2 jambes, debout, et pour courir, pour aller chercher à manger. Mais avant, j'étais assis et j'arrivais à maigrir. Avant, vous étiez assis, vous arriviez à maigrir parce que vous n'aviez pas le même âge et parce que peut-être vous aviez d'autres comportements. Je vous explique. Dans les questions, il y a plusieurs questions. Donc, qui suis-je? Comment je vis? Est-ce que je suis sédentaire? Est-ce que mes parents sont diabétiques ou pas diabétiques? Est-ce que mes parents sont en surpoids ou obèses? Et ou obèses? Parce que nous sommes les enfants de nos parents et de nos grands-parents, parce que parfois, ça saute des générations. On peut avoir une fratrie où il y a 2 sœurs, un frère, et puis il y a une des sœurs ou le frère qui est gros, alors que personne ne l'est, ni le père ni la mère. Mais il faut regarder, parfois même jusqu'aux oncles et tantes, parce que c'est des facteurs génétiques qui sont transmis. Et ce qui est horrible pour ces jeunes, c'est que souvent on les culpabilise. T'es gros parce que tu manges. Non. Il n'est pas gros parce qu'il mange. Il est gros parce qu'il y a des facteurs génétiques qui font de lui quelqu'un qui va stocker. Et figurez-vous que ce quelqu'un qui va stocker, il serait né il y a 3 siècles, il aurait eu des descendants, parce qu'à la première famine, je rappelle qu'en France, et même dans les autres pays limitrophes, il y avait une famine tous les 20 ans, et quand il y avait une famine, lui, il était capable de stocker, il avait des descendants. Les autres, ils étaient morts. Voilà. Donc, mais ce garçon ou cette fille, béni par les dieux, qui est en surpoids obèse, aujourd'hui, elle est confrontée à une abondance alimentaire telle, et puis une espèce d'obsession de manger. Il faut manger. C'est comme si, elle ou lui ne résiste pas. Donc, il faut continuer l'interrogatoire. Est-ce que j'ai des parents ou des grands-parents ou des oncles et tantes qui sont obèses, en surpoids ou diabétiques? Est-ce que je dors bien? Parce que le sommeil est très important. Moins on dort, en gros, c'est très rapide, très lapidaire, mais moins on dort, plus on grossit. Est-ce que je suis stressé? Mais qu'est-ce que je fais de mon stress? Vous savez qu'il y a plusieurs types de stress. Il y a un stress qui est accepté et qui sert de moteur. Il y a des gens qui sont stressés. Moi j'en fais partie, par exemple, je suis stressé, mais j'en fais un moteur. Je me dis, il faut y aller. Il y a des gens qui ne supportent pas le stress. Et ceux-là, ils sont plus en danger. Pourquoi? Parce que quand vous êtes stressé, vous sécrétez une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du combat. Et donc, quand vous faites du cortisol, vous allez tout garder, et le foie va vous lâcher du sucre pour vous préparer au combat. Voilà. Donc, un stress de temps en temps, c'est pas grave, mais si vous êtes tout le temps stressé, vous lâchez tout le temps du sucre. Si vous lâchez tout le temps du sucre, le pancréas fait de l'insuline, et la boucle est bouclée, et ça commence. D'où, parfois, les patients qui vous disent, docteur, je comprends pas, je mange normalement, mais je grossis. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont
soit très stressés, soit ça se voit, mais il y a pire, il y a les faux calmes. C'est-à-dire des gens qui ont, vous voyez ce que je veux dire, qui ont une transaction, on les sent calmes, on a l'impression que tout va bien, mais à l'intérieur, ça bouillonne et c'est très difficile pour eux. Ceux-là, c'est les pires, c'est pour eux, c'est les pires, parce qu'ils n'expriment pas ce stress. À la limite, quelqu'un qui va exprimer le stress, qui va dire « Oh, tu me casses les pieds, machin, c'est autre chose, il libère ce stress. Il y a des gens qui disent « Bon, il y a l'équilibre familial, il y a l'amitié, il y a le truc, et je prends sur moi. » Mais à force de prendre sur soi, on fait du cortisol, et à force de faire ce cortisol, on stocke. Voilà. Donc, et il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne. Donc, c'est pas le cortisol qui fait grossir, mais le cortisol fait stocker. Le cortisol, une fois, fait pas grossir. Ouais. Mais le cortisol, plusieurs fois, même à petite dose, à ce moment-là, ça fait stocker. Pourquoi ça fait stocker ? Très simple, je vous rappelle. Quand vous avez du sucre, vous avalez du sucre, le pancréas fait de l'insuline pour faire entrer le sucre dans les cellules. Vous vous souvenez, on en a parlé souvent ici. Mais la deuxième mission de l'insuline, parce que, comme je le refais, allez, vous avalez du sucre, ça passe dans l'estomac et ça rentre dans l'intestin. C'est dans l'intestin où le sucre est capté. Il faut bien le savoir. Donc c'est quelques 10 ou 20 minutes après. Et ce sucre, dès qu'il y a du sucre qui est capté, il va dans le sang. Et dans le sang, à ce moment-là, automatiquement, le pancréas va faire de l'insuline. Pourquoi ? Parce que ce sucre dans le sang, s'il n'y a pas d'insuline, il ne rentre pas dans les cellules. Il ne les nourrit pas. Et c'est le malaise hypoglycémique. Donc l'insuline fait rentrer le sucre dans les cellules par une petite clé qui ouvre la porte de la cellule. Mais elle a une deuxième mission, cette insuline. Elle stocke les sucres non utilisés dans les cellules spécialisées, les adipocytes. Donc il faut bien comprendre que plus vous sécrétez d'insuline, plus vous allez stocker le sucre. S'il n'est pas utilisé, bien sûr, si vous faites de l'exercice, vous faites du sport, vous brûlez ce sucre, il ne va pas être... il n'est pas stocké. Il n'est pas stocké. Et alors, vous allez me dire, mais attendez, le sucre dans les adipocytes, oui, parce que les sucres sont stockés dans le corps sous forme de graisse, de triglycérides, glucose avec un glycérol. Voilà, parce que c'est comme ça que le foie, quand il a trop de sucre... C'est quoi un glycérol ? Le glycérol, c'est un alcool qui permet d'avoir le côté réversible. C'est-à-dire que vous faites triglycérides avec le substrat glycérol, c'est rentré dans les adipocytes. Quand vous allez après demander la lipolyse, ça c'est la lipogénèse. La lipolyse, c'est quand on fait le nettoyage. Voilà, c'est quand on libère ça parce que vous en avez besoin, parce que vous courez. À ce moment-là, on détricote, on récupère le glycérol et on a le sucre. Voilà, c'est très très bien fait, c'est superbement bien fait. Donc c'est pour ça qu'on mesure souvent le triglycéride quand votre médecin traitant s'occupe de vous. Dans les triglycérides, en fait, ça lui permet une chose à votre médecin. C'est qu'il sait que si vous avez trop de triglycérides, c'est que vous mangez beaucoup de sucre. Mais là, le foie n'est pas intervenu dans l'exemple que vous c'est lui qui fait le triglycéride. C'est lui qui fait. C'est lui. D'accord. En fait, très bonne question. Celui qui fait l'insuline... parce qu'on est passé de l'intestin, mais... je suis désolé, je suis peut-être un peu confus. Celui qui fait l'insuline, c'est le pancréas. Celui qui s'occupe du sucre et de le transforme en graisse, c'est le foie. Parce que le foie, c'est lui qui régule la glycémie. Le foie, c'est comme un barrage. Il y a un mur, vous savez, dans les barrages, il y a un mur et il y a un lac de retenue derrière. Le lac de retenue, chez le foie, c'est le sucre. Et quand l'organisme en a besoin, il ouvre la vanne et il laisse le sucre. Voilà, et je demande au docteur Alouche ce matin pourquoi je n'arrive plus à maigrir. Est-ce qu'il y a un moment où le corps se met en mode résistance ou ça n'a rien à voir ? Alors écoutez, le mode résistance, c'est un concept assez intéressant. Il résiste à la perte de poids parce qu'il veut se défendre, et ainsi de suite. Mais en fait, la réalité, elle est un peu plus compliquée que ça. C'est que les régimes que vous avez faits avaient un défaut. En gros, on va faire simple, tous les régimes marchent. Le seul problème, c'est que la plupart des régimes, s'il n'y a pas suffisamment de calories pour faire de l'exercice physique, vont vous faire perdre du muscle. Voilà. Donc, un mauvais régime, c'est un régime où on perd 3/4 de muscle, 1/4 de gras en quantité. Un bon régime, c'est un régime où on perd 3/4 de gras et 1/4 de muscle. Voilà. Donc on perd quand même du muscle. On perd toujours du muscle parce que l'organisme va chercher des protéines dans les muscles. Il faut comprendre ça, c'est que quand on fait un régime, on perd toujours du muscle. Toujours du muscle. Il n'y a pas de régime qui épargne le muscle. Exactement. Donc si vous faites un régime sans faire d'exercice et que vous perdez du poids, vous avez perdu du muscle. Et le problème, c'est que il y a deux endroits où on brûle des calories. Le cerveau, 300 à 400 calories, et les muscles, 1 kg de muscle, brûlent sans bouger, sans mouvement, 30 calories par jour. Donc, la quantité de muscles que j'ai va permettre de me laisser, de me garder en vie. Même au repos. Même au repos. Surtout au repos.
Surtout au repos. Donc quand vous avez une bonne masse musculaire, même quand vous dormez, vous brûlez des calories. Alors en vieillissant, il y a ce qu'on appelle la fonte musculaire. Absolument. On perd du muscle. On perd du muscle. Bon, déjà, est-ce qu'on peut éviter cette perte de muscle? Alors déjà, il y a une règle absolue. Il faut savoir que votre tube digestif, c'est l'organe qui vit le plus longtemps. Puisque ce que je vous souhaite, quand vous aurez 120 ans, vous aurez toujours un transit. Parce que si vous n'avez pas de transit à 120 ans, voilà. J'aurais peut-être un transit moins maîtrisé. Peut-être. À 120 ans. Parce que vous avez de l'énergie, vous. Donc, à 120 ans, vous aurez votre tube digestif. Pourquoi ? Parce que le tube digestif, c'est le système fiscal. C'est-à-dire qu'avant 60 ans, il prélève 25%. Il a un impôt de 25% sur toutes les protéines, sur tous les acides aminés, pour lui-même. Pour ceux, il y a quand même plusieurs mètres d'intestin grêle, un côlon, fermenteur, un foie, tout ça. Et donc, il prélève sur ce que vous mangez 25% de vos protéines. Mais à partir de 60 ans, quand je dis 60 ans, c'est chez l'humain, c'est entre 55 et 65 ans. Il ne prélève plus 25%, il passe l'impôt à 50%. La moitié de ce que vous mangez en protéines, il les prend pour lui. Donc, il y en a beaucoup moins pour les muscles. Parce que les muscles, c'est essentiellement des protéines. Donc ça veut dire qu'à partir de 55-60 ans, on augmente sa ration quotidienne de protéines. Avant 55-60 ans, on mange à peu près 0,8 g à 1 g par kilo et par jour de protéines. Au-dessus de 60 ans, on mange 1,2 à 1,5 g par kilo de poids et par jour. Mais est-ce que la fonte musculaire pourrait expliquer qu'on ait plus de mal à maigrir ou pas? Ah bah oui, parce que si j'ai moins de muscles, je brûle moins à l'arrêt. Donc si je brûle moins à l'arrêt, je perds moins de kilos. Donc en fait, c'est pour ça que on fait toujours le lien trop manger ou pas assez manger, perdre de poids. C'est pas ça. C'est un équilibre, l'organisme. C'est toujours, faut voir ça dans un système global. Le système global, c'est que ce qu'il faut, c'est manger suffisamment pour pouvoir faire suffisamment d'exercice. Si vous avez un régime très restrictif, vous ne pourrez pas faire d'exercice. Et je vais être très clair avec nos auditeurs. Aujourd'hui, un régime sans exercice n'est pas un régime. C'est un machin pour moi. Un machin. Voilà. Un machin, une mode, ce que vous voulez. Mais un vrai régime, c'est un régime qui vous permet de faire de l'exercice pour pouvoir renforcer votre masse musculaire. Parce que quand vous arrêterez d'être restrictif, à ce moment-là, et que vous remangerez un peu plus classiquement, eh bien à ce moment-là, vos muscles brûleront ce que vous allez manger. Mais c'est illusoire de penser que vous allez perdre du poids comme ça, parce qu'il faut aussi perdre du gras. Mais on voit quand même le corps se transforme avec le temps. Est-ce qu'on pourrait lutter contre cette fonte musculaire ou c'est inéluctable? Absolument, parce qu'il y a plusieurs... Dans ce que vous appelez la sarcopénie, en fait, pour tout le monde, la sarcopénie, c'est la perte des protéines après 60 ans. Voilà, c'est tout simple. C'est un temps qui fait qu'à 60 ans, alors ça ne se passe pas tout de suite, hein, ça met du temps, et ce qui fait que si vous ne compensez pas par des apports protéiques et par de l'exercice, à 70 ans, vous êtes sur votre canapé, et à ce moment-là, pour vous lever, il va falloir vous aider avec les bras. Ou vous demanderez qu'on aille vous chercher un verre d'eau. Tout ça, c'est très insidieux, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est parce que... un jour, on se rend compte que le corps a changé. Voilà. Pourquoi ? Un test très simple pour les auditeurs, c'est le test du quadriceps. Vous savez que notre plus gros muscle, c'est le muscle des cuisses. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous lever de votre canapé sans vous tenir avec les mains ? Voilà. Alors, bien sûr, il ne faut pas que le canapé soit par terre, hein, sinon c'est impossible. Hein. Mais si vous avez un canapé à peu près classique, eh bien, est-ce que vous êtes capable de vous lever sans aide de vos bras ? Voilà. Ça, c'est un test. Pourquoi ? Parce que le quadriceps, c'est le muscle le plus important de votre organisme. Donc, c'est lui le plus gros. Donc, quand il y a de la fonte musculaire, ça commence par les plus gros. Voilà. Donc, il faut impérativement faire de l'exercice. Et on l'a déjà dit lors de nos entretiens, on peut faire du muscle à 70 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les gériatres. Hein, ils publient là-dessus. On fait aussi des neurones. Parce que quand on fait de l'exercice, on fait de l'hormone de croissance. Et quand on fait de l'hormone de croissance, on fait des neurones. Et si en plus on apprend une langue, ou on fait des mots croisés, on fait des machins, on fait les connexions. Et on peut continuer à avoir bon pied, bon oeil. Et surtout, on vascularise son cerveau. Et vasculariser son cerveau,
ça fait en sorte que toutes les zones de votre cerveau ont du sang et donc vivent bien. Si on ne vascularise pas son cerveau parce qu'on ne fait plus d'exercice, eh bien à un moment, il y a des zones qui vont être un peu atones, qui vont être moins vascularisées, les souvenirs qu'on oublie. Alors, il n'y a pas que cette cause-là, mais la cause vasculaire, c'est la cause la plus importante. Est-ce qu'on peut relancer son organisme quand on n'arrive plus à perdre de poids ? Absolument. Le booster, vous voyez, aujourd'hui les gens aiment bien les termes. Déjà, ce qu'il faut dans un régime. Alors, j'aime pas le mot régime. Non, alors, qu'est-ce que vous préférez ? Moi, j'aime bien un nouvel équilibre alimentaire. C'est un peu la même chose, quand même. Hein. Non, parce que dans le régime, il y a restriction. Et moi, je suis désolé, je vois pas pourquoi je m'empêcherais de manger autant de légumes que je veux, autant de viande que je veux. Est-ce que pour perdre du poids, il faut pas manger moins ? Il faut manger moins, mais il faut manger surtout. Il faut regarder quelle est la qualité de ce qu'on mange. On vit en France, dans un pays où on nous dit tous les jours il faut manger des féculents midi et soir. Mais enfin, bon, c'est pas moi qui le dis. Il y a un chef de service de l'hôpital de Rennes qui a expliqué pourquoi. Oui, mais ça a été la lubie de peut-être beaucoup de nutritionnistes. Mais vous savez que ça a une raison. Vous connaissez la raison ? Non, pourquoi ? C'est grâce à M. Bonnet, que je cite, qui a fait un très bon bouquin sur vivre avec son diabète, que je recommande. Ah oui, d'ailleurs il est venu. Voilà. Il a enfin écrit ce que pense tout le monde. Ouais, parce qu'il va voir un nutritionniste, parce qu'il explique qu'il va voir plein de spécialistes avec son diabète. Et donc, en fait, c'est qu'à l'époque, on traitait les diabétiques de type 1, c'est-à-dire les maladies auto-immunes où on détruit son pancréas, il faut de l'insuline. Les insulines étaient très hypoglycémiantes. Elles faisaient des hypoglycémies. Donc quand les gens conduisaient, ou si c'était grutier, ou si c'était là, il y avait des accidents. Donc on a dit féculents, midi et soir. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est que le féculent ? C'est de l'amidon. L'amidon, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des chaînes de sucre de glucose attachées. Voilà. Donc ça, c'était licite et c'était normal. Et puis, les insulines ont évolué. Et puis, on a donné aussi cette règle pour les diabétiques de type 2. Et aujourd'hui, les insulines ne sont plus hypoglycémiantes. Il y a eu des progrès faits par l'industrie absolument incroyables. Mais on a gardé les féculents midi et soir. Voilà. Alors qu'on a un substitut qui est parfait, qui sont les légumineuses. Légumineuses, c'est lentilles, haricots blancs, haricots rouges, topinambour, petits pois, pois chiches, fèves. Voilà. Alors je sais, c'est pas glorieux de manger des fèves ou des lentilles. Tout ce qui fait péter. Voilà, ça fait péter. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'amidon, mais il y en a beaucoup moins que dans les féculents, et il y a des fibres solubles et insolubles. Et les fibres insolubles, elles font péter. Parce que quand vous avez ces fibres dans le côlon, c'est le gros intestin, c'est le fermenteur, celui qui fermente. Eh bien, quand il voit ces fibres, il va fermenter et les bactéries vont essayer d'absorber ces fibres avec beaucoup de difficultés. Elles vont faire du gaz carbonique. D'accord. Voilà, vous avez l'explication. Voilà, c'est pour ça que ça fait. Donc, il faut en manger peu, pas trop. Oui, non, mais il ne faut pas tomber dans un excès de dire finalement, je vais me gaver de lentilles, Quand on se fait par exemple un gros plat de pâtes, on ne se fait pas un gros plat de lentilles. On se fait un petit bol de lentilles, un petit bol chinois, 10 cm de diamètre. Vous associez les deux, vous ? Non. Moi, je considère que le Français des années 60 était justifié dans sa consommation de féculents parce qu'il n'y avait pas le transport en commun, il faisait plus froid dans les appartements, il bougeait beaucoup. Le truc. Aujourd'hui, en 2025, très sincèrement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bidon de réserve pour rester là ? D'ailleurs, la preuve, c'est que tout le monde grossit. Moi, ça me fait tendrement rigoler quand on me dit « Ah oui, mais les régimes... » Attendez les gars, on est tous au régime hypercalorique. Hein. On mange tous. Enfin, tout le monde grossit et les ados grandissent. Et les ados grandissent, oui. Ouais, exactement. C'est pour ça que pour les ados, il faut faire très attention. Ouais. Il ne faut pas de régime restrictif pour les ados. Il faut juste leur expliquer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui est bon, c'est ce qui est naturel. Ce qui n'est pas bon, c'est ce qui est trop travaillé, trop industriel, trop de sucre. Parce qu'en fait, vous connaissez mon obsession, c'est-à-dire qu'on est dans un monde absolument normé, avec des règles pour tout, pour les poignées de porte, pour les machins, pour la hauteur des plafonds. Alors là, il y a des lois partout pour ça. Mais alors, la quantité de sucre dans les gâteaux de nos enfants, que nenni, pas une. Voilà. Vous avez vu que Kellogg's avait été racheté. Ah bon ? Vous n'avez pas vu ça ? Non, je dis ça parce que vous êtes un grand ennemi des céréales au petit déjeuner. Ah non, je ne suis pas ennemi des céréales. Je suis ennemi des céréales processées industrielles au petit déjeuner. Oui, enfin, c'est pour ça que je vous parle de Kellogg's. Les flocons d'avoine naturels, on peut en prendre au petit déjeuner. Pourquoi au petit déjeuner ? Parce qu'on va bouger, on va les brûler.
D'accord ? Et alors, ils sont victimes, en tout cas, ils sont victimes des nouvelles habitudes alimentaires des Américains. Vous avez vu qu'il y a un programme qui s'appelle Make America Healthy Again. Oui. C'est Trump, ça. Mais en tout cas, ils ont décidé de remettre l'Amérique au sein et justement de faire le ménage dans toutes ces céréales qui sont trop sucrées au petit déjeuner. Ah oui, écoutez, c'est une bonne initiative. Eh ben, il suffit tout simplement. Mais en France, on l'a fait en 2012, pardon, 1900, c'est mon grand âge. En 2012, il y a eu une réunion entre gouvernement et industriels pour baisser le sucre et le sel dans les plats. Et ça a été fait. Les industriels ont joué le jeu. Parce que, vous savez, notre grand truc, c'est de dire, ah oui, il y a un vieux complot, les industriels. Mais pas du tout. Les industriels, ils font ce qui leur permet de gagner de faire augmenter leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices. Parce qu'ils ont des actionnaires. Et que, d'ailleurs, je fais remarquer toujours la même chose. Quand on parle des profits et des machins, je rappelle qu'une entreprise en France, si elle ne fait pas de profit, eh bien, elle doit se déclarer en cessation de paiement. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? On peut pas d'un côté dire, ah ben non, sinon, il faut changer les lois. Voilà. D'ailleurs, vous parlez du sucre dans votre dernier livre, Dr Alouche, Sucre, l'ennemi public numéro 1 chez Albin Michel. Vous faites la guerre notamment au sucre caché. Oui, absolument. Ils sont partout et c'est malheureux mais c'est pas cher, c'est un bon exhausteur de goût, c'est un très bon conservateur, donc je comprends. Tant qu'il n'y a pas de règles, eh ben, encore une fois, il n'y a pas de complot. Avec le docteur Réginald Alouche qui est avec nous ce matin. Docteur, je n'arrive plus à maigrir. Alors, grand allié des pertes de poids pour les feignants, ce sont les médicaments à base de sémaglutide. Ah oui, le sémaglutide, l'iraglutide, du laglutide, puis maintenant le petit nouveau qui est le tirzépatide, qui est un biincrétine. Alors on va peut-être refixer un peu comment ça marche. À la base, c'était des médicaments qui étaient utilisés pour le diabète. Est-ce qu'ils ont été détournés de leur usage ? Non, ils n'ont pas été détournés parce que très vite, on s'est aperçu qu'ils permettaient de perdre du poids. Parce que c'est lié en fait. Il y a beaucoup de diabétiques qui sont obèses. Voilà, donc en fait, ces molécules, c'est des molécules qui sont extrêmement intéressantes. Donc ce sont ce qu'on appelle des agonistes du GLP-1. Le GLP-1, ça veut dire glucagon-like peptide 1. C'est une hormone. Lorsque vous mangez, on reprend l'exemple de tout à l'heure, vous avalez votre plat et vous avez un peu de sucre dedans. Dès qu'il y a du sucre, que l'intestin repère le sucre, il y a des cellules spécialisées qui s'appellent les cellules L qui vont sécréter, donc ce n'est pas toutes les cellules de l'intestin, qui vont sécréter ce GLP-1 dès qu'il y a du sucre. S'il n'y a pas de sucre, elles ne le sécrètent pas. Et c'est ce GLP-1, c'est ce GLP qui va permettre trois choses. Il améliore la sécrétion d'insuline. Pour les diabétiques, c'est très très bien. Deuxièmement, il va renseigner les centres de la satiété au niveau de l'hypothalamus. Et donc vous avez moins faim. Et troisièmement, il régule la vidange gastrique. Vous savez, votre estomac, il y a un sphincter qui empêche que tout le bol alimentaire soit déversé dans l'intestin, parce que sinon ça serait de la diarrhée. Oui, ce qui permet de nous retenir. Voilà, de retenir. Donc il s'ouvre régulièrement à une certaine fréquence. Et bien là, ça ralentit la fréquence. Donc vous gardez le bol alimentaire plus longtemps et vous avez moins faim. Donc en fait, ces trois caractéristiques font l'avantage. Donc ça permet de réguler la glycémie. Donc pour les diabétiques, ça permet de diminuer l'hémoglobine glyquée. En général, des produits comme ça permet de diminuer de 1,5% l'hémoglobine glyquée, ce qui est pas mal, ce qui est important. L'hémoglobine glyquée, je vous rappelle, la moyenne des glycémies sur 3 mois. C'est ce que fait votre médecin traitant quand il vous fait un diagnostic. Et ça permet de perdre du poids. En gros, les agonistes GLP-1, ça permet de perdre 10% de son poids. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Mais, confère ce que j'ai dit auparavant. Si vous ne faites pas d'exercice, la perte de poids va se faire sur quoi ? Elle va se faire sur le muscle. C'est pour ça qu'il faut que ces produits soient prescrits par des médecins et que ce ne soit pas auto-prescrit. Parce que le médecin, votre médecin, et les médecins français sont très bien formés sur ce point-là, il va vous dire, il faut bouger. Parce que si vous perdez du muscle, eh ben à ce moment-là, quand on arrêtera le produit, eh bien, alors, si c'est un diabétique, il sera probablement, il peut être à vie sur le produit, mais pour ça, il faut qu'il gère les effets indésirables, parce que ces produits... Oui, parce qu'il y a des effets secondaires. Donc, ces produits sont des produits très actifs. C'est une vraie arme contre le diabète. Mais comme toutes les armes, il y a un mode d'emploi. Une arme dont on ne connaît pas le mode d'emploi, elle peut vous exploser la figure. Donc c'est de très bons médicaments, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est un vrai progrès. Mais il faut que votre médecin vous explique que si vous prenez ce produit sans faire aucune
modification de votre mode de vie et que vous ne luttez pas contre la sédentarité, vous ne faites pas marcher vos muscles, vous allez perdre du muscle. Et quand vous arrêterez ou vous diminuerez les doses, eh bien vous allez reprendre le poids. Voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça se fait, mais sous contrôle médical. Absolument. Hein. Absolument. Alors, on sait qu'il y a eu beaucoup de recherches Internet, de gens qui ont essayé de se procurer leur dose parce qu'ils avaient 8 kilos à perdre. Il y a eu beaucoup de gens comme ça, c'est vrai, mais bon, c'est comme dans toute nouvelle technologie, les gens se ruent dessus, mais au fond, les choses vont... Il y a de plus en plus de publications, par exemple, qui montrent quoi ? Que ces traitements, après 1 an, il y a 30% des gens qui arrêtent le traitement. Chez les diabétiques, hein. Parce qu'ils ne supportent pas les effets indésirables. Pourquoi ? Parce que la définition d'un médicament actif, c'est qu'il a des effets indésirables. S'il n'a pas d'effet indésirable du tout, c'est que il n'est pas actif. Donc, ou alors qu'il est miraculeux. Mais il est miraculeux, ça peut se voir. Il y a des produits d'ailleurs antidiabétiques qui sont pas mal du tout, hein, donc j'en reviendrai là-dessus. Mais donc c'est quoi ? C'est des douleurs abdominales, des diarrhées, du reflux, parfois des rots un peu désagréables, voilà. Et des risques de DMLA, donc c'est une dernière étude qui vient de dire ça. Alors ça, c'était très particulier, ces DMLA, c'était des diabétiques. Hein. C'était des diabétiques, mais qui avaient déjà une pathologie ophtalmologique. D'accord. Donc voilà, je sais que cette étude a fait beaucoup de ravages, mais bon, en gros, on parle aussi des pancréatites, mais c'est moins de 0,3%, enfin... Voilà, quand on a des grands médicaments comme ça, non, le vrai problème, c'est des problèmes de gêne abdominale, ça c'est certain. Voilà. Et puis les agonistes GLP-1, on les connaît depuis 5 ans, ils sont prescrits depuis 5 ans à peu près, les effets à long terme, ils sont encore... voilà. Quoique, pour être totalement complet, même si on ne connaît pas les effets à 10 ans, on sait une chose, c'est que on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils auraient un effet sur l'arthrose, par exemple, bénéfique. Donc, il y a un petit côté boîte à outils. Donc, il y a encore du travail. Voilà. Mais ces médicaments, c'est votre médecin qui vous le prescrit. Personne d'autre. Pour ce qui concerne les maladies, hein, le diabète, le prédiabète et les autres déséquilibres métaboliques, docteur Allouche, vous avez ce que vous appelez une approche symbiotique. Oui. Shkoun, l'approche symbiotique. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut, c'est utiliser à la fois avoir un nouveau paradigme alimentaire. Il faut vraiment travailler sur son alimentation. Où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce que j'aime manger ? C'est pas si facile que ça. Hein. Deuxièmement, c'est parfois s'équiper d'un capteur glucose pour savoir comment on réagit. Parce que vous et moi, par exemple, à une part de pizza, on ne va pas réagir de la même façon. Hein. Il y a des gens qui découvrent le pain qui a une belle image, ils découvrent que lorsqu'ils mangent du pain, ils ont un pic de glycémie incroyable, alors qu'ils vont bien, ils ont pas de... Il y en a d'autres qui découvrent aussi qu'ils font des petites hippos la nuit, qui les réveillent, vous voyez ? Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de se lancer dans un programme, un vrai programme d'exercice physique régulier. On sait aujourd'hui que 150 minutes d'exercice permet de diminuer le risque de diabète quand on est prédiabétique de plus de 50%. Alors c'est par semaine, hein, ça ? Par semaine, 150 minutes par semaine. Ça peut être 5 fois 30, 3 fois 50. Moi, je recommande 3 fois 50 parce que j'aime bien un jour de repos. Pour les gens de plus de 50 ans, ça permet aux articulations. Ça veut dire un jour sur 2, quoi. Voilà, en gros. Quasiment. Ouais. Mais c'est du boulot, hein. C'est du travail. Mais ça a un avantage énorme. C'est vis-à-vis de vos enfants et de vos petits-enfants. Quand un enfant voit son père ou sa mère ou sa grand-mère ou son grand-père prendre le sac et aller au sport, il ira au sport. S'il les voit sur le canapé, il restera sur le canapé. Voilà. C'est par l'exemple qu'on y arrive. Et nos enfants sont un peu en danger quand même, hein, parce que on a une alimentation de plus en plus processée, les goûts ont changé. Regardez ce qu'on mange aujourd'hui. Hein, voilà, regardez l'Amérique. Vous avez parlé de l'exemple américain. Les Américains sont pas gros parce que ils sont négligés, quoi. Ils sont gros parce que ils ont une alimentation qui est incroyablement riche, quoi, et pas adaptée. Et ils font pas d'exercice. Oui, ce que je vous disais, c'est que les Américains sont toujours un peu extrémistes. Donc, s'ils se lancent dans une subitement culture du healthy, peut-être qu'effectivement, ils vont y arriver. Et d'ailleurs, il faut remarquer une chose, c'est que les traitements dont vous parlez, que ce soit le sémaglutide, à part le sémaglutide qui vient du Danemark, de Novo Nordisk, les autres, ça vient des États-Unis, c'est Eli Lilly. Bon, il y a un peu Sanofi avec une autre molécule, mais en gros, c'est le mode occidental. En fait, c'est l'Occident qui sait qu'il mange trop,
et qui donc a créé des outils pour ça. Voilà. Il y a une idée, docteur Alouche, c'est qu'à partir vous avez parlé tout à l'heure de la ménopause et de l'andropause, mais à partir d'un certain âge, on ne pourrait plus maigrir. C'est faux. C'est faux. Et qu'on faisait forcément 5 kilos de plus parce qu'on avait plus. Ouais. Alors, votre question, elle est encore une fois, elle est compliquée. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le poids et l'esthétique. Le poids, vous pouvez perdre du poids si vous mangez ce qu'il faut, si vous avez un bon paradigme alimentaire, si vous avez un bon équilibre alimentaire, et si vous faites de l'exercice, vous allez perdre du poids. Donc il n'y a pas d'âge, il y a pas d'âge pour perdre du poids. Il n'y a pas d'âge. Et d'ailleurs, vous savez très bien, on ne perd pas le bon poids, mais quand on a plus de 70 ans, les gens ils perdent du muscle, donc on a l'impression qu'ils perdent du poids. Ils ne perdent pas du poids, ils perdent du muscle. Voilà, donc c'est ce qu'il faut éviter absolument. En fait, un des meilleurs anti-âge de notre organisme, c'est le muscle. Voilà, parce qu'en plus, le muscle, qu'on appelle, sécrète des myokines. Myokines, muscle, kin, c'est hormones. Et il sécrète des hormones qui sont quasiment toutes anti-inflammatoires. D'accord ? Alors que les adipocytes qui stockent le gras sécrètent une centaine d'hormones, dont 80% sont inflammatoires. Et c'est ce dialogue entre les muscles et les adipocytes qui permet justement d'avoir un bon équilibre. Mais maintenant, vous pouvez aussi vouloir perdre du poids au niveau du ventre. Et il faut avouer qu'à partir de 50 ans, 60 ans, les récepteurs sur les adipocytes que vous avez autour de la ceinture abdominale réagissent beaucoup moins parce qu'il y a moins d'hormones sexuelles. Les hormones sexuelles vont activer ces récepteurs pour faire de la lipolyse et perdre du poids. Et souvent, vous avez des hommes qui sont sportifs, qui se tiennent, quoi, mais ils ont toujours un peu de ventre. Ça, c'est lié à ça. Voilà. Et ils sont voilà, un petit ventre, un peu rebondi. Voilà. Alors que les cuisses sont... les cuisses sont toutes, se sont affinées, en fait. Chez les femmes. Et les fesses, ils ont perdu les fesses aussi. On va avoir l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que, et pour ça, pour les femmes, les récepteurs qui permettent de faire la lipolyse sur les cuisses et les fesses nécessitent de faire du fractionné. Parce que c'est un autre cycle de libération des graisses. Donc quand on est une femme, si on veut perdre du ventre, on fait du cardio. Si on veut perdre des cuisses et des fesses, on fait du fractionné. Fractionné, vous savez, c'est 3 minutes cool sur un tapis et 15 secondes, 30 secondes à fond. Voilà. Et vous faites ça 10 fois. Ah ouais, j'ai pas dit que c'était drôle. Hein. Le fractionné, ça peut être dans la piscine, ce qui est mon cas, quand je vais nager. Je fais 2 allers-retours normaux et puis je fais un aller à fond. Voilà. Et ça, 5 fois, 6 fois. Et moi, je sais où le docteur Alouche nage. Et je pourrais vous dire où aller voir le docteur Alouche nager dans son bikini. Ah non, mais c'est vrai que j'ai un maillot de nage. Vous êtes obligé. Ah ouais, un maillot de nage. Aujourd'hui, dans les piscines, on est obligé d'avoir un maillot. Effectivement, avec un Bermuda, non. Non, c'est fini, ça. Un petit maillot. Un petit maillot. Un petit maillot, ouais. Mais vous savez, j'ai fait... Alors, on va parler de demain. J'ai fait du water polo pendant 20 ans. À partir de l'âge de 11 ans, oui. J'ai adoré ce sport. Alors, je recommande à mes auditeurs et mes auditrices, si vous avez des enfants, mettez-les au water polo. C'est un sport qui a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est qu'il n'est pas professionnel. C'est un sport amateur. Donc, il n'y a pas d'argent. Donc, il n'y a pas les vedettariats, le machin, le truc. Voilà. Ça, c'est un avantage énorme parce que c'est sympa. C'est une ambiance sympa. Je ne dis pas que les professionnels ne sont pas sympas. Je dis que c'est plus facile. Voilà. Et puis, c'est un sport incroyable. Vous faites des allers-retours avec la balle. C'est superbe. Franchement, moi, je préconise, j'étais à un club incroyable parce que c'était le premier club français et parisien vous savez comment il s'appelait de water polo à Paris. Dans le 10e, c'était Gare de l'Est, Château-Landon, les Libellules de Paris. Alors vous voyez ces mastards, parce que moi j'étais pas le plus costaud, les types machin, les Libellules on vous appelait. C'est pas mal, non? Je le garde. Ça, c'est dans la boîte. Comme ça, mon dossier Alouche a été une libellule. Et je salue tous les membres des Libellules de Paris aujourd'hui, parce que c'est un club qui existe encore, et je leur dois tout. Voilà. Parce que vous vous entraînez, parce que vous faites des matchs, parce que les matchs, on était dans la poule avec la banlieue nord-est, Bondy, Aulnay-sous-Bois, machin. J'ai passé des moments géniaux. Le secret du docteur Alouche, un kiff par jour, c'est quoi votre kiff de la journée? Il a eu lieu ou pas encore? Ah non, il n'a pas encore lieu. Non, pas encore lieu. Mais il va avoir lieu. Alors, un kiff, oui, moi je suis un adepte. D'ailleurs, je propose ça à mes patients. Essayez de trouver le moyen d'avoir un kiff par jour. C'est-à-dire faire quelque chose pour vous, qui va durer 20 minutes. C'est extrêmement difficile de trouver son kiff. Hein.
Tous les jours, il faut le trouver. Alors, ça vient de mes origines, hein, soyons clairs, mais je pense que c'est extrêmement important parce que c'est le moment... Vous êtes norvégien. Ah, oui, exactement, vous avez remarqué. Oui, je suis norvégien, oui. Mais vous avez montré vos cheveux, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ceux qui écoutent à la radio. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, oui, d'accord. C'est qu'en fait, ça fait baisser le niveau de stress. Hein. Le niveau de stress, c'est très important de le faire baisser parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde globalisé, digitalisé, on a toujours quelque chose à faire. Et si on n'a rien à faire, on a son téléphone qui bip ou qui machin, on a le truc entre le WhatsApp, le machin. Aujourd'hui, quelqu'un peut vous appeler, vous envoyer un mail, vous envoyer un WhatsApp, c'est insupportable. Enfin, excusez-moi, moi je suis d'une... Voilà. Mais tout le monde doit savoir alors quel était le kiff d'hier. Hein, vous pouvez tout nous dire à nous, docteur Alouche, on est entre nous. Je dirais pas. Ah ouais. Vous avez quand même des secrets. On a le droit à savoir que vous avez été libellule. Ah oui. Mais sinon, extrêmement, c'est déjà pas mal. Fier. La prochaine fois. Docteur Réginald Alouche, votre site docteuralouche.com avec vos masterclass, votre programme d'accompagnement GLIC. Oui. Voilà, votre livre toujours en vente, Docteur Alouche, best-seller, que vous montrez à la caméra. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. On va essayer de faire mieux que Légende, mais bon, avec du vent. Oh là là, vous, Philippe. Avec du vent. Avec du vent. Mais vous aussi, il faudra me parler de vos kiffs un peu, parce que en fait. Oui, moi je kiffe quand je vous interviewe. Ah bah. Je sais parce que je sais que je vais passer un bon moment. Merci de nous avoir prêté vos oreilles. Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Avec plaisir et très belle journée santé sur Beurre FM.